Le trafic a repris hier sur le plan lagunaire d'Abobo-Doumé après une perturbation hier. Les pinasses ont transporté la population sans embâche. Au Bénin, les forces de l'opposition appellent Patrice Talon à présenter sans délai des excuses publiques au peuple pour toutes les souffrances qui leur ont été infligées et à la communauté régionale. Les électeurs béninois ont boudé le scrutin législatif dimanche en raison de l'absence des partis d'opposition. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'activité des conducteurs de pinasses avait connu une perturbation hier. Pendant une heure, les personnes qui empruntent ce moyen de locomotion n'ont pu avoir accès aux pinasses. La gendarmerie pointée du doigt a démenti toute implication dans ce break du trafic des pinasses sur le plan lagunaire d'Abobo-Doumé. Doigt de Laser était ce matin sur les lieux pour en savoir davantage. À Bobo-Doumé, dans la commune de Yopougon, quelques pinasses accostées attendent leurs clients. Le trafic a repris. Il avait été perturbé la veille. Hier, on a travaillé. On a transporté les gens. C'est aux environs de 7 heures. La gendarmerie s'est amenée pour venir nous faire un contrôle. Ils disent que c'était pour contrôler les papiers. Ils ne sont pas habilités à contrôler les papiers. C'est la police maritime qui a essayé de faire ça. Donc, ça nous a surpris hier. Dans cette pinasse, quelques clients déjà installés, prêts pour la traversée, ont vaincu la peur. Leurs arguments: la rapidité de la traversée et le coût du transport. Sur l'autoroute, il y a assez d'embouteillages, donc j'ai préféré passer ici pour arriver vite. Depuis l'année passée, je prends bateau-bus. Ça m'arrange par rapport au prix. Parce que si je vais prendre ici, aller prendre là-bas, Baka, tout ça là, je vois que le transport est trop. Attends, si je vais prendre ici, je vais décomposer jusqu'à arriver à 13 juillet. Ça peut arriver au moins 1000 francs. 150 francs, c'est le coût de la traversée d'Abobo-Doumé à Trècheville en passant par Plateau. Un avantage qui prime pour les passagers sur les questions de confort et de sécurité. L'association Croyons en nous apporte des solutions aux maux qui minent le système éducatif ivoirien. Grève, violence en milieu scolaire. Clément Boko a rencontré les membres de cette plateforme. Des acteurs de la société civile réunis au sein de l'association Croyons en nous participent à la construction de la Côte d'Ivoire. À travers des réflexions sur des thématiques variées, les membres de cette plateforme veulent susciter un changement de mentalité des populations. Nous nous définissons comme une force de proposition, une force d'analyse, une force de diagnostic. Et nous pensons qu'il est opportun aujourd'hui de proposer des solutions de développement alternatifs dans notre pays. L'éducation et la prospérité en Côte d'Ivoire, un thème développé au cours de ces échanges avec la presse. On vient de participer à une rencontre avec la presse pour annoncer les activités que nous allons avoir autour de la thématique de l'éducation et la prospérité en Côte d'Ivoire. Il y aura des conférences publiques, il y aura des interviews. Et puis, au sortir de ces échanges avec l'ensemble des Ivoiriens que nous allons rencontrer, nous allons pouvoir dégager des pistes, des options pour améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans le mois de mai, l'association Croyons en nous va permettre aux Ivoiriens de se prononcer sur l'éducation ivoirienne à travers des interviews qui seront diffusées sur un site web. Serge Beno fait don de son prix reçu au Primud aux populations de Songon. Ce don va leur permettre d'apprendre à lire et à écrire en vue de réduire le taux d'alphabétisation qui est estimé à plus de 43%. Nous s'engarer par Gassorokoni. Après son sacre au Primud, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé l'an dernier, Serge Beno reçoit son lot. Une villa de 4 pièces d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Situé à Songon, dans la périphérie d'Abidjan, l'artiste a reçu les clés de la maison des mains du promoteur de l'événement. Finalement, Serge Beno a eu sa maison. J'espère qu'il pourra en jouir comme il faut et qu'il va pouvoir faire ses projets à l'intérieur, dedans, sans pression. Nous, c'est notre rôle aussi de fédérer. Vous savez que je viens de la musique, je suis dedans, de la musique urbaine. Si quelque chose peut changer, on peut essayer de faire bouger les lignes, on les fait bouger. Et quand ce genre d'acte est posé, ça, nos politiques, ceux qui s'investissent dans la culture, ils voient que voilà, il y a des sociétés sérieuses qui veulent faire des choses. Et pour nous accompagner, ça va être plus facile. Serge Beno entend faire de cette maison un centre d'alphabétisation en vue de contribuer à réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, estimé à 43,8%. Une action qui vise à accompagner l'État.
Pourquoi? Parce que pour moi c'était une aubaine pour pouvoir m'exprimer à travers ma fondation. Vous savez que Serge Beno a une fondation et c'est pas que je n'ai pas besoin de cette maison, mais je pense que pour l'instant elle peut servir à autre chose. Mes fans m'ont beaucoup donné, c'est une façon pour moi de leur être reconnaissant et de aussi redonner aux Ivoiriens. Pour moi, je pense que c'est ma façon à moi de contribuer à ce que le gouvernement fait déjà pour pouvoir réduire le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire. Le prix international de musique urbaine et du coupé décalé est une cérémonie de distinction qui vise à célébrer le mérite des artistes ivoiriens et africains. La deuxième édition de cet événement culturel se tiendra le 1er septembre prochain. Nguessan Ngoran Grégoire a été poignardé à l'arme blanche par 2 individus au lycée municipal Djibo Sonkalo de Bouaké le 25 avril dernier. Il était élève en classe de terminale. Djeneba Ouattara et Soro Corona ont rencontré le proviseur du lycée Djibo Sonkalo qui appelle à la vigilance. Tristesse et désolation au lycée moderne Djibo Sonkalo de Bouaké. L'élève Nguessan Ngoran Grégoire, en classe de terminale FD, dans une grande école de la place, a été assassiné au lycée Djibo pour son téléphone portable. Les faits. 2 élèves, ils sont arrivés donc au lycée pour faire leur révision. Et ils ont été abordés par 2 individus en civil. Comme ils n'avaient pas d'argent, alors les assaillants ont pris les portables. Selon les témoignages de la fille, la victime a dit à sa camarade de fuir. Elle, dans la fuite, elle a reçu un coup de couteau dans le dos. Traoré appelle à la vigilance et à la prudence des élèves. Il dénonce également l'attitude des apprenants qui outrepassent les mesures d'interdiction des appareils à l'école. Aux apprenants, je leur demande de faire toujours attention, de ne pas venir à l'école avec les portables. Il y a trop d'agressions en Côte d'Ivoire sur les portables. Les autorités, vraiment, qui nous aident à sécuriser nos établissements. Parce que nous seuls ne pouvons pas. Le calme est revenu dans cet établissement. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du drame. Les cadres de Gbonou dans la région du Ndzi-Komoé veulent apporter un appui au développement local. Ils s'associent au Conseil de réflexion et de développement pour mener à bien cette mission. Apporter une aide aux personnes démunies, aux enfants défavorisés et déscolarisés, soutenir l'action des pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté, développer les cultures vivrières et parvenir à l'autosuffisance alimentaire des communautés rurales. Ce sont entre autres les objectifs assignés au Conseil de réflexion et de développement de Gbonou, le CRDG, qui vient d'être créé par les cadres de la région. L'association va s'occuper principalement de constituer un catalyseur pour tout ce qui concerne le développement. Donc nous sommes de la société civile et appuyons les pouvoirs publics dans leurs actions de développement, que ce soit en infrastructure, que ce soit en équipement, que ce soit en développement de l'entrepreneuriat, que ce soit en prise en charge des femmes et des jeunes pour des activités génératrices de revenus. Le sous-préfet de Bokanda a salué la naissance de cet instrument de développement. Je voudrais féliciter les initiateurs de cet outil de développement qui est le creuset des intelligences qui va permettre à Gbonou de pouvoir se retrouver, les fils et les filles, pour pouvoir mieux appréhender les différents projets de développement qui vont faire sortir Gbonou de sa léthargie. Et déjà des actions porteuses, 2 lits d'hospitalisation, le plateau technique renforcé à hauteur de plus de 1,8 million de francs CFA et des jeux culturels menés au terme de cette cérémonie sanctionnée par une remise de diplôme aux femmes de Gbonou. Il faut noter que le Conseil de réflexion et de développement de Gbonou est une association à but non lucratif créée en juin 1998.
Hors de chez nous, l'opposition béninoise demande à Patrice Talon de tirer toutes les conséquences du rejet à plus de 96% de son projet de nomination de l'ensemble des 83 députés de l'Assemblée nationale. Les forces politiques de l'opposition demandent au chef de l'État béninois de renoncer sans délai, et je cite, à ses desseins de confiscation du pouvoir législatif et de renouer le dialogue avec l'ensemble de la classe politique pour la tenue des élections législatives inclusives dans un climat démocratique apaisé. Les électeurs béninois ont boudé le scrutin législatif dimanche dernier, vous vous souvenez, en raison de l'absence des partis d'opposition qui ont été empêchés de participer aux législatives après la révision de la loi électorale voulue par le président Patrice Talon. Au Soudan, le futur gouvernement par intérim sera dirigé par le général Abdul Fattah al-Burhan, selon le conseil militaire de transition au moment de la rupture des pourparlers avec l'opposition soudanaise. Il fait allusion au conseil conjoint sur lequel militaires et les leaders de la contestation tentent de s'accorder depuis quelques jours déjà. Juan Guaidó dit avoir le soutien d'une partie de l'armée pour renverser le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro. Le gouvernement dénonce une tentative de prise du pouvoir par la force. Des coups de feu ont retenti à l'extérieur de la base aérienne de Caracas aujourd'hui, où l'opposant Juan Guaidó s'est rendu en début de matinée. Des hommes en uniforme accompagnant l'opposant ont échangé des tirs avec des soldats soutenant Maduro. Pour se différencier de ceux restés fidèles au régime de Nicolás Maduro, les soldats qui ont rejoint Juan Guaidó portent un brassard bleu au bras. L'embargo pétrolier imposé par les États-Unis au Venezuela est entré en vigueur ce dimanche. L'embargo touche le pilier de l'économie vénézuélienne, le pétrole qui représente 96% du revenu national et dont les États-Unis sont les plus gros clients. Il faut noter que selon les dernières estimations de l'OPEP, les réserves prouvées en pétrole du Venezuela atteindrait 296,50 milliards de barils, ce qui le place à la première place mondiale devant l'Arabie saoudite. Et puis Naruhito, nouvel empereur du Japon, Akihito cède le trône à son fils après un règne de plus de 30 ans, une première au Japon depuis plus de 2 siècles. Acte 1 du cérémonial, le rituel traditionnel. Il a consisté à donner la nouvelle aux ancêtres dans plusieurs sanctuaires du palais impérial. L'acte 2 s'est déroulé dans la salle du palais. Officiellement, Akihito a annoncé qu'il renonçait au trône. Âgé de 85 ans, il passe la main à son fils aîné pour des raisons de santé. Les 2 cérémonies strictement privées se sont déroulées loin des yeux des curieux. Quelques Japonais se sont tout de même massés autour du palais pour saluer cet événement historique. Jusqu'à présent, la succession se faisait après le décès de l'empereur, autrement dit, pas seulement un moment de félicité, mais cette fois-ci, c'est tout simplement un bonheur de pouvoir fêter l'entrée dans la nouvelle ère. Âgé de 59 ans, le prince héritier Naruhito succédera officiellement à son père le 1er mai à minuit heure locale. Le Japon basculera dans l'an 1 de la nouvelle ère impériale baptisée Reiwa, Belle Harmonie. Après 3 décennies d'ère Heisei, parachèvement de la paix. Demain, c'est la fête du travail. Nous allons nous pencher sur un corps de métier, l'inspecteur du travail, une profession peu connue du grand public. Ce fonctionnaire attaché au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale joue le rôle de conseiller auprès des employeurs et les salariés sur les dispositions légales tout en facilitant le dialogue entre les 2 parties. Eugène Atoubé et Edouard Delazer nous en disent un peu plus sur ce fonctionnaire. Dans les locaux de l'inspection du travail au plateau, un travailleur vient solliciter les services d'un inspecteur du travail. C'est le quotidien des fonctionnaires qui assure cette charge. Le visiteur, travailleur du privé, est venu expliquer qu'il est en conflit avec son employeur. L'inspecteur du travail va l'enregistrer dans une perspective de règlement et à la lumière du Code du travail. Dans une entreprise, si les syndicalistes ne sont pas bien formés dans le Code du travail, dans les droits et devoirs des travailleurs, si le patron aussi non plus n'est pas informé, n'est pas outillé pour mieux gérer le Code du travail, il y a
pas de doute à se faire. Ça va être une entreprise où il y aura toujours des accros, où il y aura toujours des querelles. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. Ils ont besoin d'être formés. Il y a des dispositions légales et réglementaires qui existent. Et les services d'inspection du travail et d'inspection de santé et sécurité au travail sont chargés donc de veiller à l'application de ces dispositions-là sur le lieu de travail. L'inspecteur du travail est un fonctionnaire placé sous l'autorité du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il est chargé de contrôler l'application de la réglementation du travail telle que prévue dans le Code du travail et la convention collective. À ce titre, il conseille et informe employeurs et salariés sur leurs droits et obligations respectifs. En cas de conflit ou litige, l'inspecteur du travail concilie les deux parties. L'inspection du travail, on doit pouvoir donner mandat ou bien on doit pouvoir donner pouvoir à l'inspection du travail de souvent faire des mises en demeure aux patrons, à des entreprises, pour que les entreprises puissent respecter la convention collective et le code du travail. Au moment de la conciliation, si les parties sont venues, que les parties se sont entendues sur certains points, alors l'inspecteur dresse un procès verbal de règlement définitif à l'amiable qui est latent. Si les parties ne sont pas entendues sur tous les points objet de litige, alors nous dressons un procès verbal de non-conciliation que nous transmettons au tribunal pour la suite de la procédure. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail sont à l'abri du problème de mobilité. Peu bénéficient d'un véhicule de service. Mais ils restent encore confrontés à des problèmes structurels et dans l'attente d'une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voilà, vous en savez un peu plus sur le rôle de l'inspecteur du travail. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne fête du travail demain à tous.